L'inconnu de Leningrad, SAS numéro 96, Gérard de Villiers. Édition Gérard de Villiers, 1989. Le hall numéro 3 de l'aéroport d'Heathrow grouillait d'animation. C'était celui réservé aux longs courriers et des centaines de passagers de toutes les couleurs se pressaient dans les travées d'enregistrement. Malko vérifia au tableau d'affichage l'heure du vol et les guichets d'enregistrement du vol 103. 5 comptoirs étaient réservés au vol de New York. Malko les scruta un à un. Dans la 4e file, il repéra Walid Jafar, le jeune Libanais, en grande discussion avec un autre garçon de son âge. Malko s'éloigna et commença à faire le tour du hall où se trouvaient quelques boutiques, des marchands de journaux et 2 bars. Il fallait se frayer un passage comme dans le métro. Lorsqu'il eut terminé son inspection, sans rien remarquer de spécial, il revint à la file d'attente. Cette fois, Walid Jafar était en train d'enregistrer. Sa carte d'embarquement en main, il gagna le bar, son Toshiba à bout de bras. Malko l'observait de loin, le cœur battant. Pourvu qu'il ne passe pas la douane. Le temps de se faire établir un billet, cela risquait d'être trop tard. Il serait obligé d'alerter la police britannique. Le jeune Libanais semblait nerveux, regardant fréquemment sa montre. Pourtant son vol n'était programmé qu'1 heure plus tard et il était déjà enregistré. Il se mit à faire les 100 pas devant un marchand de journaux, puis, dès qu'une table se libéra au bar, il s'y installa. La cohue était telle que Malko, qui ne voulait pas trop se rapprocher, le perdait parfois de vue. Un groupe de Japonais, qui défilait caméra en bandoulière, le cacha pendant un bon moment, et lorsqu'il l'eut à nouveau dans son champ visuel, Malko sentit un flot d'adrénaline envahir ses artères. Walid Jafar n'était plus seul. Il avait été rejoint par une femme blonde, à la silhouette élégante, les yeux dissimulés derrière des lunettes noires, un grand sac de voyage à ses pieds. Aïja Sundblad. Le long cou ne laissait pas place à l'erreur. Visiblement, c'est elle que Jafar avait attendue. Penché à travers la table, il bavardait, l'air ravi. Le cœur de Malko battait à se rompre. Ce ne pouvait être un simple rendez-vous d'amoureux. Maintenant qu'il connaissait mieux la Finlandaise, il la savait incapable de s'intéresser à un garçon comme Walid Jafar. Elle se savait ou se croyait recherchée. Si elle se trouvait à Londres précisément, au moment même où le jeune Libanais y embarquait, ce n'était pas par hasard. Il guettait le couple, les surveillant dans le reflet d'une vitrine, attendant le moment propice pour intervenir. Si seulement Chris et Milton avaient été là. À Londres, le temps qu'ils préviennent la station de la CIA et que ceux-ci répercutent sur leurs homologues anglais, ils risquaient le cafouillage. Et Walid et Aïja bavardaient gaiement, isolés au milieu de la horde des passagers en partance. Malko jeta un coup d'œil au tableau d'affichage. Le vol 103 décollait dans 45 minutes. Pour l'instant, ce n'était même pas la peine de prévenir la police. Il savait que le Toshiba du jeune Libanais était inoffensif et Aïja Sundblad n'était même pas recherché officiellement. Tout à coup, Walid Jafar se leva et fila vers le free shop. Aïja alluma une cigarette, en tira quelques bouffées, puis après l'avoir posée, d'un geste très naturel, se pencha vers le sac déposé à ses pieds. Horrifié, Malko la vit en sortir un autre transistor exactement semblable à celui laissé là par le jeune Libanais. L'échange ne prit que quelques secondes. Lorsque la Finlandaise recommença à fumer, le Toshiba de Walid Jafar était au fond de son sac, remplacé par celui qu'elle avait amené. Malko la fixait, fasciné. Si seulement il avait pu la filmer. Il regarda autour de lui. Son tour de passe-passe était passé totalement inaperçu. Dans un aéroport, les gens ne s'occupent pas les uns des autres, et ceux chargés de la sécurité surveillent les zones sensibles, pas un bar. Walid Jafar revenait avec un sac blanc qu'il tendit à Aïja. La jeune femme se pencha à travers la table et l'embrassa sur la joue. Même d'où il se trouvait, Malko put voir son émotion. Le jeune Libanais regarda sa montre et Aïja Sundblad hocha la tête. Ils se levèrent tous les deux, il l'embrassa, la serrant contre lui, et s'éloigna vers la sortie internationale. Il se retourna, et Aïja lui adressa un signe joyeux, avant de faire demi-tour,
et de se diriger vers la sortie. « Himmel !» murmura Malko. C'était le moment d'intervenir. Aïja Sandblad était en train d'envoyer à la mort le jeune Libanais trop confiant et quelques centaines de passagers, par amour pour son amant. Il fendit la foule, contournant les guichets de la British Airways pour rejoindre Walid Jafar qui avait commencé à faire la queue au guichet des passeports, au milieu des familles qui se disaient adieu. 3 policiers placides veillaient sur la foule. Malko allait poser la main sur l'épaule du jeune Libanais quand une voix de femme l'appela. « Malko !» Il se retourna, sa première pensée étant qu'Aïja était revenue sur ses pas. Une femme avançait vers lui, un large sourire aux lèvres. C'est à la grande bouche qu'il reconnut Samira. L'Israélienne portait de grosses lunettes noires, un foulard dissimulant ses cheveux, comme le jour où elle avait abattu le tueur iranien. Elle se jeta littéralement dans les bras de Malko. « Je suis si contente de te voir. » Il lui rendit son étreinte, la repoussant aussitôt. Il ne pouvait se permettre de perdre une seconde. Étonné, que faisait-elle à Londres? D'où sortait-elle? Serrée contre lui à la manière des couples qui s'étreignaient avant de se séparer, elle lui soufflait une haleine parfumée au visage. Il voulut se dégager. « Samira, il y a... » « Je sais, » coupa-t-elle, sans se départir de son sourire. Au même moment, 2 hommes encadrèrent Malko. Des visages inconnus, passe-partout, souriant eux aussi. Il poussa un cri. Quelque chose venait de le piquer à la fesse gauche, s'enfonçant profondément dans sa chair. Une aiguille. Il sentit un liquide épais pénétrer dans ses muscles, sans éprouver aucune douleur. Samira l'embrassait, le retenant contre elle d'une poigne de fer. Il voulut crier, appeler à l'aide les policiers qui se trouvaient à quelques mètres, mais la bouche de l'Israélienne recouvrait la sienne. Ceux qui les observaient devaient les prendre pour un couple particulièrement passionné, en train de se dire au revoir. Il eut soudain l'impression que ses jambes se dérobaient sous lui. Une énorme bouffée de chaleur lui monta à la tête. Il fut en quelques secondes couvert de sueur. Il n'avait plus de force. Sa vue se brouilla. D'abord les chiffres du tableau d'affichage, juste au-dessus de sa tête, puis les lettres, et enfin les silhouettes. Sans un des compagnons de Samira qu'il maintenait sous l'aisselle, il serait tombé. Sa vue troublée lui permit quand même d'apercevoir Walid Jafar, qui franchissait la porte menant au départ. Il voulait crier, ameuter la police, mais aucun son ne sortait de sa bouche, comme dans un rêve. L'interrogation de Samira lui parvint. « Ça va mieux, mon chéri ?» Un policier en uniforme s'approchait, débonnaire. Malko ferma les yeux, pris de vertige. Entendit Samira dire d'une voix douce, légèrement inquiète. « Ce n'est rien, la chaleur. Il a été opéré il n'y a pas longtemps. » Déjà ses 2 amis et elle traînaient Malko vers la sortie. Il n'avait pas complètement perdu connaissance, mais était incapable de résister ou de dire un mot. Mais pourquoi? Tout se mélangeait dans sa tête. Samira, les Israéliens, Walid Jafar. Brutalement, il décrocha comme on disjoncte et tomba dans un trou noir. Walid Jafar se présenta au portique magnétique où les passagers faisaient la queue. Il mit son Toshiba sur le tapis roulant et franchit le portique lui-même sans encombre. L'employé immobilisa l'appareil quelques instants pour scruter le transistor sur son écran. Rien de particulier. Il relâcha la manette. Le jeune Libanais récupéra son bien et passa devant un policier en civil qui l'examina au passage. Ce jeune homme avait une bonne tête, pas un terroriste. Il ne prêta aucune attention au gros transistor. Des milliers de passagers trimballaient le leur avec eux. Le Libanais gagna la salle de départ, encore sous la joie d'avoir revu Aïja Sandblad. Leur rencontre était prévue de longue date. Elle lui avait dit de venir à Londres pour un reportage. Ils devaient se voir la veille pour dîner, mais elle l'avait décommandé au dernier moment pour une raison professionnelle, jurant de venir lui dire au revoir à l'aéroport. Dans ses yeux verts en amande, cette fois, il avait lu une promesse qu'il mettait dans tous ses états. La voix anonyme d'un haut-parleur l'arracha à sa rêverie. Embarquement immédiat des passagers du vol 103 à destination de New York. Les passagers munis de cartes vertes sont priés de se présenter à la porte 45 et de ne plus fumer. Walid Jafar se leva. Il était heureux de retrouver sa famille. Le noir. Puis des spasmes horribles qui tendaient et détendaient ses muscles, comme s'ils avaient été parcourus d'une brusque décharge électrique. Malko essaya d'ouvrir les yeux, mais dut les refermer aussitôt. Sa vue était brouillée. Il apercevait des lumières qui se dédoublaient, se déformaient.
Il sentit des parois molles qui limitaient ses mouvements et bloquaient les spasmes de ses bras et de ses jambes. Son cerveau, peu à peu, se remettait à fonctionner. Il réalisa qu'il était dans une voiture, à l'arrière, à même le plancher. Il n'était pas attaché, mais ne contrôlait plus ses muscles. Lorsqu'il voulut se redresser, il fut pris d'un tel vertige qu'il retomba. Sa vision était dédoublée. Lorsqu'il fixa la glace d'une portière, il la vit se déformer. C'était terrifiant comme dans un cauchemar. Son cœur cognait contre ses côtes à 120 pulsations minute. Il referma les yeux et chercha à se remémorer ce qui s'était passé. Il poussa un grognement horrifié en revoyant Walid Jafar disparaître. Ce n'était pas possible. Tout cela était un cauchemar. Prostré, il resta immobile, incapable de bouger, paralysé par d'atroces vertiges, et ressombra dans l'inconscience. Beaucoup plus tard, il se réveilla de nouveau. Les battements de son cœur s'étaient calmés. Il n'avait plus de spasmes, même pas de douleur là où il avait été piqué. Quand il voulut fixer un objet, il le vit encore dédoublé, mais c'était supportable. Il se traîna comme il le put à l'avant et se mit au volant, distinguant des voitures à perte de vue. Il était dans un parking, le grondement d'un jet qui décollait, près de l'aéroport. Il parvint à lire l'heure à sa montre, 5h45. Il était là depuis 7 heures. Le cerveau en capilotade, il aperçut des clés sur le tableau de bord. La voiture démarra sans problème. Il descendit la rampe et tendit le ticket trouvé en évidence sur la boîte à gants au préposé, qui lui fit payer 2 livres en lui jetant un regard bizarre. La barrière semblait gondoler. Il devait avoir une drôle de tête. La circulation était fluide dès la sortie de Heathrow. À tout prix, il fallait trouver un téléphone. Il en avisa un avant le tunnel sous le motorway. Occupé. Bondissant de la voiture, il ouvrit la porte de la cabine et agrippa l'homme qui téléphonait par la manche, le jetant littéralement hors de la cabine. Police, bredouilla-t-il, this is an emergency. Il composa aussitôt le numéro de la station de la CIA. Une voix anonyme répondit, répétant le numéro comme d'habitude. John Butler est là demanda Malco. Oui. Qui le demande? Malco. Une seconde. Son cœur battait la chamade. Enfin, la voix de l'Américain retentit dans l'appareil. Malco, my God, où êtes-vous? Nous vous cherchons depuis ce matin. Que s'est-il passé? Un blanc. Puis l'Américain répéta. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a eu un attentat? Cette fois, le silence dura un peu plus longtemps. Puis l'Américain lâcha d'une voix mal assurée. Ce n'est pas possible. Vous ne savez pas que le vol 103 de la Paname a explosé en vol au-dessus de l'Écosse? Il y a près de 300 morts. On ignore encore la cause de... Je sais ce qui s'est passé, fit Malco. C'est horrible. J'arrive. Il raccrocha, sortit de la cabine, un goût de cendre dans la bouche. Tout se brouillait dans sa tête. Samira, Aïdja, Walid Jafar, et tous ceux dont il ignorait le visage. Morts. Et il avait vu la mort embarquer. Il remonta dans sa voiture et prit la direction de Londres, conduisant comme un somnambule, la vision encore brouillée. Il ouvrit la radio, trouva la BBC. On ne parlait que de cela. Lockerbie. Les sauveteurs recherchent encore des corps, sans aucun espoir. Le 747 s'est désintégré en l'air. On pense à un sabotage. Les autorités ne comprennent pas. Les mots lui parvenaient comme dans un brouillard. Et c'était Samira, l'Israélienne, qui était en partie responsable de cette horreur. Il pensa aux gens à New York, en train d'attendre un avion qui n'arriverait jamais, des amis ou des parents qui étaient déjà morts, déchiquetés ou brûlés. La radio continuait, égrenant de sinistres hypothèses, de graves déclarations. Comme d'habitude, on ne savait rien, on ne comprenait rien. Il arriva dans Londres où la vie continuait. Jamais il n'avait éprouvé cette sensation de dégoût et d'impuissance. Des tasses de café vides, des cendriers pleins de mégots, des gens qui entraient et sortaient avec des piles de téléx, et surtout une atmosphère pesante, irrespirable. L'échec et la mort rôdaient à chaque coin de couloir. John Butler toisa Malco, atterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'air d'un cadavre. J'ai été drogué, dit-il, par des Israéliens. L'Américain le prit par le bras et l'emmena jusqu'à un profond fauteuil de cuir dans son bureau. Malco referma les yeux. Il entendit le chef de station réclamer un médecin. Quelques minutes plus tard, le praticien attaché à l'ambassade arriva
et écouta le récit de Malko. Il l'examina, prit sa tension, et regarda la piqûre sur sa fesse. « Vous n'avez pas eu mal ?»« Non, dit Malko. »« Ils ont dû utiliser du kétalar, dit-il. La dose est de 10 mg par kilo. On vous en a collé 1 gramme. Cela produit une anesthésie cutanée en prime. Il n'y a rien à faire, sinon boire beaucoup de café. » Malko trempa ses lèvres dans une tasse de café froid et pas sucré, et se força à la boire. « Pourquoi ont-ils fait ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi ?» John Butler, le chef de la station, hocha la tête écœuré. « Avec eux, on ne sait jamais. Les intérêts d'Israël passent avant tout. Nous soupçonnions qu'ils avaient déjà provoqué ou laissé faire de petits attentats, qu'ils n'avaient jamais cherché à se débarrasser sérieusement de Kadhafi ou d'Abu Nidal, qu'ils avaient sauvé le fameux Carlos une fois, parce que cela rehaussait l'image d'Israël et donnait une mauvaise image des Arabes. Mais là, ils sont désespérés, dit Malko, à cause de la volte-face d'Arafat. J'aurais dû m'en méfier. Pour eux, c'est une catastrophe. Avec cela, ils vont pouvoir prouver qu'Arafat ne tient pas parole. Peut-être même les pourparlers entre l'OLP et les USA seront-ils rompus. Ce sont des fous, laissa tomber l'Américain. Malko releva la tête. Mais comment Walid Jafar a-t-il pu passer avec sa bombe? Vous n'aviez pas donné l'alerte? Le chef de station baissa la tête. Si, mais vous n'imaginez pas ce qui s'est passé. Quoi? C'est une horreur. Les fonctionnaires chargés de diffuser les consignes de sécurité n'ont pas pris la menace au sérieux, parce qu'il y en avait eu trop. Déjà, il y a plusieurs mois, on avait signalé des Toshiba piégés, et aucun attentat n'a eu lieu. Malko resta muet, horrifié. C'était vraiment la conjonction de tous les mauvais sorts. C'était de plus en plus horrible. L'Américain but un peu de café froid. « Il nous reste Aïcha Sandblad, dit-il. Vous l'avez vu effectuer la substitution. Avec votre témoignage, nous l'enverrons en prison jusqu'à la fin de ses jours. Elle n'est pas prête de réapparaître. Peut-être que si, elle ne vous a pas vu, donc elle ne se méfie pas. » Malko demeurait sceptique. À l'heure qu'il était, la jeune Finlandaise devait se trouver dans un pays arabe avec son amant. La porte s'ouvrit soudain sur Donald Gast et Jim McLean, le visage sombre, suivi de Chris Jones et Milton Brabeck. Les 4 hommes lui serrèrent la main sans un mot. Puis Donald Gast se tourna vers Malko et dit simplement « Vous aviez raison. Nous avons été aveugles. »« Vous avez parlé aux Israéliens » demanda Malko. Le chef de station inclina la tête affirmativement. « J'ai été voir mon homologue. Il m'a juré n'être au courant de rien. » Malko réfléchissait. Quelque chose le choquait. « C'est bizarre, dit-il. Les Israéliens semblent avoir pris froidement la décision de laisser tuer près de 300 personnes. Ils savent que je suis au courant, que je vais raconter mon histoire. Pourquoi ne m'ont-ils pas éliminé au lieu de se contenter de me droguer? Si vous m'aviez retrouvé noyé dans la Tamise, vous auriez pensé à aller me gagner, non ?» L'Américain approuva de la tête. « C'est vrai, je ne comprends pas. » Malko était épuisé. Son crâne lui faisait mal à mourir. Il fallait qu'il dorme. Derrière lui, les 2 gorilles demeuraient silencieux comme des statues. Malko parcourut distraitement les téléx qui tombaient sans arrêt. L'attentat avait été déjà revendiqué par 3 organisations basées à Beyrouth, dont une iranienne. Les messages de sympathie affluaient à la Maison-Blanche, y compris en provenance de Jérusalem. Une dépêche attira son attention et il l'arracha du téléx. Le gouvernement israélien rappelle qu'il a toujours maintenu que Yasser Arafat était un terroriste. Au moment où le chef palestinien prétend avoir abandonné le terrorisme, l'horrible attentat du vol 103 devrait rappeler aux gens de bonne volonté la triste réalité. Le chef de station posa la main sur l'épaule de Malko. « Allez vous coucher, vous ne pouvez plus rien faire. Demain, il faudra se mettre à votre rapport. J'ai retenu des chambres au Hilton pour vous et ces messieurs. » Malko sortit de la pièce. Un chauffeur attendait dans Grosvenor Square. Les 3 hommes prirent place dans la buick. Chris Jones demanda d'une voix altérée par l'émotion. « Vous pensez qu'on mettra un jour la main sur un de ces salauds ?» Il ignorait encore le rôle de Samira et des Israéliens. Malko répliqua « J'espère, Chris. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » « Il ne faut pas les amener devant un tribunal, renchérit l'Américain. Moi, je leur ferai avaler une grenade dégoupillée, avec un sacré retard pour qu'ils aient le temps de comprendre. » Malko revoyait les visages gris et sans expression
des 2 agents du Mossad qu'il avait interceptés à l'aéroport, des robots sans âme. Décidément, tous les espions du monde se ressemblaient. Quand la raison d'État était en jeu, ils perdaient toute humanité.